Bonjour à tous. Donc l'objectif de la séance d'aujourd'hui va être de tenter de pouvoir identifier les propriétés modales d'une structure qui est le petit modèle de bâtiment qu'on connaît bien, qui est celui-ci. Nous allons le faire vibrer et l'objectif de l'exercice que nous allons faire ensemble est de pouvoir tenter d'identifier ces propriétés modales. Fréquence propre, coefficient d'amortissement surtout et éventuellement aussi les formes des modes. Okay, donc ça vient toujours comme un triplet, les fréquences, les coefficients d'amortissement et les formes des modes. Alors, donc pour faire ça, nous avons besoin d'un bâtiment, c'est celui que vous connaissez bien, le petit modèle avec ses 4 étages qui est celui-là. Vous voyez que j'ai pris le soin, si la caméra s'approche un petit peu, vous voyez que j'ai pris soin de la fixer correctement sur une table, qui est une table qui est assez lourde, de manière à ce que la base qui se trouve ici en dessous soit une base qui est bien fixe. Et ce modèle-là peut être modélisé par un système qui, grosso modo, est un système à 4 degrés liberté. Alors le système a été imaginé, la structure a été imaginée de façon à contreventer les mouvements de la structure dans une direction. Donc ils sont beaucoup plus raides dans la direction qui est la direction que je vais appeler transversale par rapport à la direction qui est la direction longitudinale. De manière à ce que si j'excite les mouvements de la structure dans la direction longitudinale, et bien effectivement on voit que la structure se met à vibrer dans cette direction-là. D'accord? Donc l'objectif de la séance est de tenter d'identifier les fréquences avec lesquelles le bâtiment vibre. Vous voyez par exemple ici que on voit de nouveau si on se rapproche un petit peu, on voit que les vibrations font apparaître donc un point fixe ici et une déformée de l'étage, comme une déformée qui s'apparente à une déformée encastrée. Donc c'est essentiellement le premier étage qui contribue à la déformée du mode. Là on a une vibration qui est dans le premier mode propre, mais puisqu'on a un système qui est un système à 4 degrés liberté, on doit s'attendre, comme vous le savez, à avoir 4 modes propres. Et effectivement, il y a 4 modes propres de vibration dans cette structure, parce que de nouveau, si je n'excite pas la structure ici en dessous de manière à avoir un mouvement qui est un mouvement plutôt global, je peux tenter de favoriser une déformée dans un mode qui est un mode à plus haute fréquence, comme le 4e mode, en tapant par exemple ici. Et vous voyez que si je tape à cet endroit-là, on a une vibration dans un mode qui est un mode à beaucoup plus haute fréquence. Bien sûr, on a aussi une réponse dans le mode qui est le mode fondamental, mais l'amplitude que j'ai donnée au mode à plus haute fréquence est plus importante proportionnellement par rapport à ce que je faisais quand je venais simplement exciter la structure ici en tête. Ok, donc pour tenter de quantifier tout ça et de le mesurer précisément, donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris quelques accéléromètres, qui sont des accéléromètres ici, qui étaient disponibles à la maison. Je vais les fixer sur la structure à l'aide d'un autocollant en double face. Donc je les ai déjà préparés pour que ça fonctionne un petit peu plus vite. Voilà l'accéléromètre. Je place un morceau d'autocollant en double face ici en dessous. Je place le premier accéléromètre au-dessus. Je les ai bien sûr identifiés pour savoir qui est qui et où va chaque accéléromètre. J'en place un deuxième sur le 3e étage, j'en place un autre sur le 2e étage, et puis finalement, j'en place un 4e sur le 1er étage. D'accord? Donc, on va garder comme convention dans notre exercice ici que les étages sont numérotés de la manière suivante: 1er étage, 2e étage, 3e étage et 4e étage. Alors ensuite, j'ai un petit interrupteur ici derrière chaque accéléromètre. Je viens actionner les interrupteurs de manière à ce que l'enregistrement démarre. Une fois que l'enregistrement a démarré, la séquence d'essai peut commencer. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire comme séquence d'essai? On va faire ce qu'on appelle un lâcher libre, d'accord? Voire premier cours théorique, on étudie le lâcher libre. Donc j'écarte la structure de sa position d'équilibre et puis je la lâche. Voilà. Et la structure vibre dans une composition de modes. Il n'y a pas nécessairement que le premier mode qui répond, même si en réalité le premier mode a l'air d'être effectivement prépondérant dans ce cas-là. Et on attend que les vibrations s'amortissent. Ok, ça peut prendre quelques secondes. Voilà, on attend que les vibrations disparaissent. Vous allez voir bien sûr les enregistrements qui correspondent à ces vibrations qu'on est en train de mesurer. C'est pas encore tout à fait terminé, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais on peut percevoir encore quelques petites vibrations. Voilà, c'est plus ou moins terminé. On va recommencer une deuxième fois. On fait ça 3 fois de manière à pouvoir avoir une étude un peu statistique et voir si ce qu'on fait est reproductible. Je lance une deuxième fois.
On voit que la plaque ici se décolle légèrement du support à l'arrière, mais bon, en soi, c'est pas trop problématique, dans le sens où la base du bâtiment reste fixe. On attend que tout ça se termine. On fait la même chose une troisième fois. Voilà. C'est parti. Pendant ce temps-là, je vous rappelle que les accéléromètres sont toujours en train de mesurer. On a toujours une mesure des accélérations qu'on va récupérer. Je vous montrerai tout à l'heure sur l'ordinateur les accélérations qui sont stockées. Pour le moment, elles sont stockées simplement sur une petite carte SD qui se trouve sur chacun des accéléromètres. Et on récupérera, on va télécharger ces données-là tout à l'heure sur l'ordinateur de manière à visualiser les accélérations qui ont été posées. Donc voilà, 1, 2, 3, on a posé 3 fois les accélérations au sommet de la structure. On va faire la même chose maintenant parce qu'en fait on peut se dire que quand on a fait ça, on n'a peut-être pas spécialement favorisé la structure à répondre dans son premier mode. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tenter d'exciter sur un autre mode. Et donc si j'ai envie de l'exciter sur un autre mode, je peux tirer par exemple ici au deuxième étage et je lâche. Bon, ça ne change pas énormément, on le verra, enfin vous le verrez, on devrait le voir dans les données, quoique on devine peut-être un petit peu qu'il y a un mode à une fréquence qui est plus haute qui apparaît. Quand on a un bâtiment comme ça qui est tout seul, c'est compliqué. Il faut savoir que ce que je suis en train de vous expliquer ici correspond plutôt à ce qu'on pourrait faire par exemple dans le cadre d'une passerelle où on vient exciter la passerelle au niveau d'un ventre, d'un antinœud, d'un ventre d'un mode, d'un côté, et puis au niveau d'un ventre d'un mode à un autre côté. D'accord? Donc si on imaginait qu'on avait la possibilité de se fixer et d'exciter la passerelle, le bâtiment, pardon, ici, donc la maquette, au niveau des ventres locaux, et bien évidemment, c'est ce qu'on devrait faire pour ce type de structure. Je le répète une deuxième fois. Vous avez compris que je vais le répéter ensuite une troisième fois. Et puis quand tout ça sera terminé, on changera encore une autre fois d'excitation. Voilà, ça se termine gentiment. On a encore une réponse dans le premier mode qui disparaît. Ok. Je réalise maintenant une excitation une troisième fois à partir du deuxième étage. On a une réponse. On entend les vibrations. Je ne sais pas si ça passe dans la vidéo, mais on entend en même temps un petit bruit qui correspond en fait à cette dissipation d'énergie qui existe. Voilà, et puis alors après, quand ça est terminé, qu'est-ce qu'on va faire? On va le tester dans un mode qui est un mode plus haut, celui que j'ai montré tout à l'heure, en sollicitant simplement le premier étage. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner un choc ici au niveau du premier étage, et vous allez voir que la réponse va être initiée davantage dans les modes à plus haute fréquence. Et si on a la possibilité d'initier la réponse dans les modes à plus haute fréquence, bien sûr, on aura plus de facultés à pouvoir identifier les propriétés modales dans ces différents modes. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais ici? Hop, voilà, je l'excite à beaucoup plus de fréquence. On voit bien effectivement que ça répond dans des modes qui sont avec des longueurs d'onde qui sont beaucoup plus courtes. D'accord? Donc là, on est clairement dans le mode, probablement le mode 3 et le mode 4 de cette structure. On va attendre de nouveau que les vibrations s'amortissent. Et puis, une fois que les vibrations seront amorties, on reprendra avec une deuxième excitation. Là, voilà. On viendra voir de plus près tout à l'heure, mais vous allez voir qu'ici, la réponse n'existe plus quasiment, à très faible amplitude, mais n'existe plus que dans le premier mode. Je recommence une deuxième fois. Voilà. Alors en recommençant une deuxième fois, on voit de nouveau que la structure vibre. Voilà. Très bien. Et puis, une troisième fois, on a toujours quelques vibrations rémanentes. C'est à ce moment-ci que vous voyez que je suis en train de vous dire qu'on avait des vibrations dans le premier mode et que les vibrations dans les modes plus hauts ont disparu. Et finalement, voilà, une troisième excitation. Vous voyez qu'on a des vibrations qui sont de très courte longueur d'onde au début. Et puis ces vibrations de très courte longueur d'onde disparaissent de manière à laisser place à des vibrations de grande longueur d'onde, donc celles qui se trouvent dans le premier mode, puisque le premier mode est un mode qui est un mode global, par rapport aux vibrations dans les modes à plus haute fréquence. Alors pour quelle raison est-ce qu'après un certain temps,
on n'observe plus que les vibrations dans le mode fondamental, mais tout simplement parce que si l'amortissement est le même dans tous les modes, vous savez que ce qui compte, le temps nécessaire pour que l'amortissement disparaisse, est un certain nombre de cycles. Un certain nombre de cycles, grand T divisé par 2 xi. Si xi est le même dans chacun des modes, mais bien sûr, si la période est beaucoup plus courte, comme pour les modes à haute fréquence, si la période est très courte, après un certain laps de temps, les vibrations auront disparu. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va arrêter les enregistrements sur chacun des capteurs. Voilà. Stop, stop, stop et stop. On les déconnecte. On va connecter tout ça sur un ordinateur et puis on va mesurer les accélérations et puis on va les traiter de manière à tenter d'identifier l'amortissement dans chacun des modes. Voilà, donc plus précisément, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par vous approprier les données expérimentales. Donc je viens les sauver maintenant à l'aide des accéléromètres dans un format MATLAB dans des fichiers qui s'appellent bâtiment1 et bâtiment2.mat. Ils sont relatifs aux deux conditions de test qu'on a essayé. Donc le bâtiment 1, c'est le bâtiment à vide, et bâtiment 2, c'est le bâtiment avec le pavé de pierre bleue que j'ai ajouté. Donc, dans un premier temps, on va vous demander de déterminer les fréquences propres, les coefficients d'amortissement et les formes des modes. Tout ça va pouvoir se faire dans MATLAB, puisque vous avez les signaux d'accélération qui ont été enregistrés. Ensuite, je vous demanderai de développer un petit modèle simple à 4 degrés liberté et de l'ajuster pour qu'il corresponde aux données. Donc, pour pouvoir développer ce modèle-là, il faut d'abord avoir compris un petit peu comment on peut modéliser des structures à plusieurs degrés de liberté par la méthode des éléments finis, qui est une méthode qui s'apparente à la méthode des déplacements que vous connaissez bien. Donc pour ça, il est nécessaire d'avoir vu la théorie relative au système à plusieurs degrés de liberté. D'accord, donc n'essayez pas d'entamer cette partie du chapitre si vous n'avez pas encore vu la théorie relative au système à plusieurs degrés de liberté. Ensuite, donc quand ça sera fait, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il est possible de développer un petit modèle qui est vraiment, vraiment très très simple et qui permet de représenter assez précisément les valeurs des fréquences propres qui ont été mesurées et les valeurs des formes des modes propres qui ont été identifiées. Donc lorsque tout ça sera fait, vous pouvez répéter l'opération une deuxième fois pour le bâtiment avec le pavé de pierre bleue qui est ajouté. Donc de nouveau on détermine fréquence, coefficient d'amortissement et forme des modes. Et puis finalement ce que je vais vous demander de faire, c'est d'utiliser le modèle à 4 degrés de liberté que vous avez développé, et puis de le modifier en ajoutant la masse, qui est une masse a priori inconnue, mais vous faites varier la valeur de la masse comme étant un paramètre, et puis vous regardez pour quelle valeur du paramètre les fréquences propres que vous calculez collent le mieux avec les fréquences propres qui ont été mesurées, et pareil pour les formes des modes. Et donc, en faisant varier ce paramètre, donc vous faites une étude paramétrique, en faisant varier ce paramètre, vous avez une idée de la manière dont les fréquences et les modes varient en fonction du paramètre, et puis vous pouvez déterminer donc la valeur du paramètre qui est telle que les prédictions du modèle numérique collent le mieux avec les valeurs qui sont les valeurs que vous avez mesurées. Voilà, on ne vous demande pas de faire un ajustement très 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 précis. L'idée c'est plutôt de pouvoir jouer avec les outils dans le cadre de ce cours, donc pouvoir s'approprier les techniques d'identification de fréquences propres et de coefficients d'amortissement, et ensuite les techniques qui sont relatives au développement d'un modèle, éventuellement à la modification d'un modèle, pour pouvoir l'exploiter de manière relativement simple. Vous verrez que dans la réalité du terrain, vous verrez plus tard quand vous serez dans des bureaux d'études ou éventuellement dans des administrations et vous devrez travailler avec des problèmes de vibration ou de dynamique des structures, vous verrez qu'on se ramène souvent à des problèmes simples, à quelques degrés de liberté, parce que ce sont des systèmes qu'on peut comprendre. Donc tout ce qu'on va faire dans le cadre de cet exercice peut vous paraître relativement simple, mais sachez qu'en réalité, c'est néanmoins vraiment très très important et fondamental pour la suite de votre apprentissage et pour vous préparer dans le cadre de votre vie professionnelle. Voilà donc quelques mots dans MATLAB pour vous expliquer comment vous allez pouvoir prendre en main donc ces données expérimentales. Vous devriez avoir, donc si tout va bien, deux fichiers, un fichier qui s'appelle bâtiment1.mat et bâtiment2.mat. Ce qu'on peut faire, c'est charger le contenu de ces deux fichiers-là. Il est en fait exactement le même. Dans le premier, vous allez retrouver des accélérations X, les accélérations mesurées dans la direction que j'appelais la direction longitudinale du bâtiment. Je n'ai gardé que cette composante-là de l'accélération parce que c'est la seule qui nous intéresse.
Nous avons un vecteur temps qui contient 64 000 coordonnées de temps, 60 000 instants. Si on regarde les 10 premières valeurs, par exemple, vous voyez qu'elles sont espacées avec un laps de temps de 0,05 secondes, ce qui nous fait donc une fréquence d'acquisition de 200 Hz. Ensuite, les labels indiquent précisément à quoi correspondent les quatre différents enregistrements qu'on a dans l'accélération X. Vous voyez qu'on a 4 colonnes. Chacune de ces colonnes donc, correspond aux vibrations à chacun des étages différents. Donc on commence par le 4e étage, puis le 3e, le 2e, le 1er. Alors si on regarde les accélérations, on obtient quelque chose qui ressemble à ceci. On identifie clairement les 3 séries d'essais, les 3 séries de 3 essais qu'on a réalisés. Donc le lâcher libre à partir du premier étage, le lâcher libre en sollicitant le 2e étage, et un choc ici sur le 1er étage. On voit que les 3 signatures sont complètement différentes, enfin les 3 types d'essais sont complètement différents, donc avec des signatures différentes. Et par contre, on voit que les 3 essais, quand on en réalise 3, ils sont relativement reproductibles. Alors ce qu'on peut faire, c'est ajouter des labels d'axe, par exemple le temps sur l'axe des X, l'accélération, exprimé en G sur l'axe des Y. Alors si on zoome sur cette partie ici, voilà, vous voyez à quoi peuvent ressembler des vraies accélérations, qui sont des accélérations enregistrées. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on voit globalement, quand on sollicite la structure au premier degré de liberté, on voit que la réponse suit une vibration qui est une vibration dans le mode à basse fréquence, le premier mode. Et puis là-dessus, si vous voyez bien, vous voyez en fait une composante de sollicitation avec une fréquence qui est plus haute et qui correspond à un autre mode de vibration. Ici, on est dans le premier essai, donc ça apparaît de manière relativement claire. On voit aussi une espèce d'enveloppe, si vous êtes bien attentif, vous voyez ici une espèce d'enveloppe qui varie lentement autour de l'accélération mesurée au niveau du 4e étage en bleu. On pourrait ajouter les légendes labels, voilà, comme ceci. Le 4e étage qui est en bleu. Ça c'est dû au fait que la réponse n'est pas une réponse monoharmonique. Donc ça c'est excessivement important. C'est que quand on utilise la méthode du décrément logarithmique dont on va parler tout à l'heure, il est absolument nécessaire d'avoir une belle exponentielle décroissante. Et pour avoir une belle exponentielle décroissante, il est nécessaire que le signal ne comporte qu'une seule harmonique. Si vous en superposez deux avec des fréquences qui peuvent potentiellement être proches ou dans des multiples entiers ou à proximité de multiples entiers l'une de l'autre, on fait apparaître un phénomène qui s'appelle le battement, et donc l'enveloppe n'est plus une exponentielle monotonément décroissante, mais vous voyez qu'elle décroît, elle remonte, etc. etc. D'accord. Et donc ça c'est typique d'une structure qui répond dans deux fréquences propres, ou deux modes propres qui ont des fréquences qui sont proches. On a donc une enveloppe qui est une enveloppe qui fait ce battement. Alors si on va voir plus loin, donc les 3 ici sont tout à fait reproductibles. Je vais essayer de zoomer sur 2 de manière à ce que vous puissiez comparer. Regardez gauche et droite. Vous voyez qu'on a 2 essais qui sensiblement ont l'air d'être fort différents, mais qui en réalité se reproduisent assez précisément, ne serait-ce que même par exemple la forme des pics qu'on voit apparaître ici au-dessus, et de ces bosses-là. Ouais, c'est vraiment assez intéressant de voir on a la possibilité de reproduire 2 fois un essai, alors que pourtant la sollicitation était une sollicitation à la main. Alors on voit que l'accélération au niveau du 4e étage, donc en bleu, est plus grande qu'au 3e étage en rouge. Elle est similaire au 3e et au 2e, plus ou moins à la même amplitude, et elle est plus petite au niveau de l'étage 4. C'est assez logique, hein, c'est ce à quoi on s'attend quand on sollicite d'abord la structure par l'étage tout en haut. Alors ce qui se passe quand on écarte la structure à partir du 2e niveau, vous voyez qu'on a l'impression que ça va beaucoup plus vite ici. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a été capable, en faisant ça, de venir exciter la structure à des fréquences qui sont plus élevées. On retrouve le mode fondamental avec une fréquence qui est relativement lente, mais par contre maintenant les modes à plus haute fréquence sur cette fréquence lente ont une amplitude qui est plus importante. Et ce qu'on observe évidemment, c'est une superposition de tous ces modes et de toutes ces composantes harmoniques. Nous on voudrait dans un premier temps les traiter toutes indépendamment les unes des autres, donc on va être amené à devoir filtrer. Et évidemment vous avez compris que si je vais voir encore plus loin, notamment ici, vers le 3e essai qu'on a réalisé, on a quelque chose qui varie avec une fréquence encore plus haute, et la raison est qu'on a excité le 4e mode, qui est un mode à très haute fréquence. Ok, donc vous voyez des courtes longueurs d'onde ici, des courtes périodes qui correspondent à ce 4e mode.
Ok, donc ça c'est pour simplement la prise en main des données. Vous devriez pouvoir être capable de reproduire donc tout ceci sur votre écran. Faites-le en même temps que je parle, ou bien de temps en temps faites des pauses sur la vidéo si c'est nécessaire. Euh, Juste pour vous montrer qu'on a la même chose dans le cas du bâtiment 2. Si je fais maintenant load bâtiment 2, on a exactement les mêmes variables. Mais vous voyez simplement que la durée a changé. On peut faire un plot, voilà. Et donc, en fait, on se rend compte que quand on met une pierre sur le deuxième étage, et voilà à quoi ça ressemble. On a une réponse qui est plus importante en fait maintenant quand on ajoute, quand on sollicite l'étage du bas avec un petit choc comme je le faisais. Et on a une réponse franche, vous voyez qu'on a une réponse vraiment vraiment franche dans le mode numéro 4. On aura l'occasion de discuter ça en détail un petit peu plus tard quand on analysera les résultats tous ensemble. Alors voilà, pour que les choses soient un petit peu plus claires, je vous présente ici en quelques lignes MATLAB ce que vous pourriez faire donc pour commencer à trier un petit peu ces données et à pouvoir extraire les informations pertinentes. Donc je commence par charger les données relatives au bâtiment A, je stocke dans un vecteur X l'accélération dans le sens X, je fais un plot, la fonction plot_tf me donne le signal temporel en partie supérieure et en partie inférieure me donne les transformés de Fourier, ou bien la PSD de chacun des signaux. Vous voyez que les pics qui se détachent ici sont des pics qui indiquent qu'on a des composantes fréquentielles à ces fréquences-là, qui sont relativement marquées. Mais en réalité, ce sont rien d'autre que les 4 modes de vibration qui correspondent aux modes fondamentaux de la structure. Alors, on peut utiliser donc la méthode de peak picking dont je parlais plus tôt pour pouvoir identifier ces fréquences propres. Et notamment, vous voyez que le premier mode est identifié aux alentours de 2,83. Je l'ai déjà recopié ici pour ne pas qu'on l'oublie. Le deuxième est aux alentours de 8,69 ou 8,7. Vous voyez, ça peut changer en fait d'une réalisation à l'autre. Je vais peut-être juste l'éditer. 8,69 ici. Ensuite, nous en avons un à 13,48 et le suivant aux alentours de 16,8. Ok, donc ça c'est vraiment une première analyse très très brute des données. La transformée de Fourier ici, elle a été réalisée de manière très brutale à travers tous ces événements-là. Ce qui n'est pas génial, puisqu'en fait on sait que la transformée de Fourier, ce n'est rien d'autre qu'une décomposition en série de Fourier. Maintenant on le sait depuis nos cours sur l'analyse dans le domaine fréquentiel et à la réponse harmonique. Donc c'est-à-dire qu'on doit faire l'hypothèse que ce qu'on est en train de regarder est sensiblement stationnaire, ou en tout cas est une fraction de quelque chose qui est périodique. Donc ça n'a pas énormément de sens de faire une transformée de Fourier de l'entièreté, mais ceci dit, vous voyez qu'on récupère quand même une information qui est assez pertinente. Je vais laisser cette figure de côté pour le moment, et je vais recréer une autre figure en faisant ceci. Donc je commence par définir le pas de temps, dt, time de 2 moins time de 1, on sait bien, c'est 0,05 secondes. Je définis la fréquence d'échantillonnage, sampling frequency en anglais, qui est égale à l'inverse du pas de temps, donc chez nous 200 Hz. Ensuite, je vais me focaliser sur le premier mode, qui a une fréquence aux alentours de 2,83 Hz. Je vais utiliser la fonction butter, qui me permet de déterminer les deux paramètres A et B, qui sont les coefficients de l'autorégression dans le filtre digital de Butterworth. Ok, je vous invite à taper simplement la commande help butter en ligne, ou bien doc butter pour avoir la documentation relative à ce filtre-là. Elle nous demande simplement ici un ordre de filtre. Je vous conseille d'utiliser 4, ça fonctionne dans la majorité des cas. On indique ici la fréquence qui est la fréquence dans laquelle on veut faire la coupure. Par exemple, je vais me situer 10% en dessous et 10% au-dessus de la fréquence propre. Et puis en fait, Butterworth nous demande de l'adimensionnaliser par la moitié de la fréquence d'échantillonnage. D'accord, donc en faisant ça, on va avoir les coefficients A et B qui sont les coefficients de ce filtre autorégressif. Voilà à quoi ça ressemble, ne cherchez pas à comprendre ce que ça veut dire, c'est un petit peu plus compliqué. Ce que vous pouvez faire simplement tout de suite, dès que vous avez les A et les B, c'est les utiliser dans la fonction filter, de manière à créer le signal qui est le signal filtré. Et ce que je veux vous montrer, c'est que simplement si je fais l'analyse maintenant temps-fréquence de ce signal-là, eh bien voilà ce qu'on obtient par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc tout à l'heure on avait ceci à gauche, et à droite on a le résultat après avoir filtré. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? En fait, on observe que
si on fait un zoom dans cette partie-là, en soi, on a conservé l'entièreté de l'information relative au premier mode. Vous voyez que ça met un petit peu de temps avant de se mettre en place, et puis après là, on est clairement sur le premier mode uniquement, et on a gardé uniquement l'information qui est l'information pertinente. Et c'est la même chose donc dans le domaine fréquentiel. Si je regarde la transformée de Fourier, les 4 pics que j'avais là-bas se transforment en quelque chose où on ne voit plus maintenant qu'un et un seul pic, qui correspond au premier mode de la structure. D'accord, donc en faisant ça, on a réussi à transformer la, structure, la réponse en une réponse qui est monoharmonique, puisqu'on a un seul pic. Quand on a une réponse qui est monoharmonique, on doit s'attendre à avoir une exponentielle qui est décroissante ici, et puis à pouvoir utiliser donc la méthode du décrément logarithmique pour identifier le coefficient d'amortissement et la période. Alors, donc ceci est en réalité déjà quelque chose que moi j'ai implémenté. Je ne vais pas partager ce fichier log décrément parce que c'est un petit peu la réponse de ce que je vous demande de faire. J'ai programmé quelque chose qui est peut-être un petit peu plus sophistiqué que ce qu'il vous faut, parce que bon voilà, par la force des choses, je l'utilise plus régulièrement. Et voilà ce que ma routine log décrément fait. Elle me présente le signal à analyser, elle me demande la fenêtre sous laquelle je veux ajuster un décrément logarithmique. Regardez, je vais la prendre un tout petit peu plus longue, je vais commencer un peu plus tôt ici, là où on sait que c'est pas très bon, et puis je vais aller un petit peu plus loin. Voilà, j'utilise cette fraction de la fenêtre, et puis après, vous trouvez automatiquement les résultats qui sont les mêmes que ceux dont on a déjà parlé au premier cours théorique quand on parlait de décrément logarithmique. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici l'enveloppe supérieure, l'enveloppe inférieure avec tous les minima et tous les maxima qui sont utilisés. Je les ai trouvés en utilisant la fonction findPeaks. Donc, je vous invite évidemment à faire la même chose pour trouver tous ces minima et ces maxima. Ensuite, on peut les normaliser de manière à avoir, en les divisant tous par la première valeur, de manière à avoir une valeur unitaire ici. Et puis, on en calcule le logarithme. Le logarithme de 1 est égal à 0. Et puis on décroît vers des valeurs qui sont des valeurs plus petites. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit fitter par ces points une droite qui passe par l'origine, et la pente de cette droite-là, eh bien en fait, c'est rien d'autre que moins xi oméga t, donc l'argument de l'exponentielle dans la réponse libre de la structure. Cette pente-là nous donne la valeur du coefficient d'amortissement moyen, qui est la même valeur que celle qui est représentée ici en trait pointillé. Donc vous voyez, damping ratio est égal à 7 fois 10 exposant moins 3. Et donc pour la structure qui nous intéresse, dans son premier mode, on a un coefficient d'amortissement de 0,7%. D'accord? Donc ce que vous pouvez faire, c'est résumer toutes ces informations dans une feuille Excel. Voilà, par exemple, pour le premier mode, on a obtenu un coefficient d'amortissement de 0,7%. Il nous faut également une fréquence. Mais la fréquence ici, elle est comptée, elle est égale à 2,857. Donc 2,857 Hz. Je vais collecter dans la partie supérieure du tableau les coefficients d'amortissement et dans la partie inférieure du tableau les valeurs des fréquences. Et puis vu qu'on a 3 essais, on peut répéter l'opération pour les 3 essais et obtenir ainsi tous les résultats. La fréquence, je l'ai obtenue comment? Je peux le préciser. Il suffit simplement de regarder, par exemple, de choisir 10 cycles, de regarder le temps nécessaire pour que les 10 cycles soient écoulés, de diviser ce temps-là donc par 10, on obtient la période propre. L'inverse de la période propre est égal à la fréquence propre. Alors vous voyez les courbes ici un peu particulières, qui sont des courbes qui correspondent en réalité à la valeur de la pente locale. Donc plutôt que de fitter une droite et d'avoir une pente qui est une pente globale, bien ce que j'ai fait également, c'est regarder entre deux maxima successifs. J'ai calculé simplement la pente ici, comme si j'essayais cycle par cycle de déterminer un coefficient d'amortissement. Ce coefficient d'amortissement-là, qui est représenté cycle par cycle, peut être représenté aussi, puisqu'on connaît l'amplitude d'un cycle, pour un cycle donné, on connaît l'amplitude de l'accélération, et bien on peut reproduire la valeur du coefficient d'amortissement obtenu en fonction de l'amplitude. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour les grandes amplitudes, c'est-à-dire tout au début, on a un peu plus d'amortissement. J'ai envie de dire, c'est logique, vous voyez bien que ici au début, ça décroît peut-être un petit peu plus vite, et puis plus du tout, puisqu'il y a une bosse, d'accord, donc ça décroît vite, on a beaucoup d'amortissement, et puis moins parce qu'on a une bosse, et puis après on se met sur la zone qui est la zone stationnaire. Ok, Siri nous ennuie, mais c'est pas bien grave, on continue.
Donc cette opération-là, vous pouvez la répéter pour différentes parties du signal et puis vous rendre compte que on a des résultats qui sont sensiblement les mêmes pour chacune des parties. Alors, vous pouvez le faire, on peut faire beaucoup de choses. Vous pouvez le faire pour, j'ai mis ifloor égale à 1, en fait, c'est le numéro du signal égale à 1, donc on est en fait au 4e étage. Quand je mets i est égal à 1, on pourrait faire la même chose pour le 2e étage, etc., etc. Si je répète la même chose, mais que je focalise maintenant sur une autre partie du signal, cette partie-là, vous voyez qu'on a le même coefficient d'amortissement, ce qui est assez logique, et on récupère une fréquence qui est tout à fait similaire, 2,855, donc 2,855. Le coefficient d'amortissement, généralement, on ne met qu'un chiffre significatif, parce qu'on est déjà content quand on peut l'identifier. Si je répète encore une fois, avec une autre partie du signal, voilà, cette partie ici, vous voyez qu'on a la même chose, et on a une fréquence de 2,855, donc ça revient de nouveau au même, 2,855. En fait, j'ai numéroté les essais de 1 à 3, mais en réalité, je devrais les numéroter de 1 à 9, puisque nous avons réalisé en réalité 9 essais de réponse libre différents. D'accord, donc je peux répéter l'opération, vous avez bien compris, pour les autres essais aussi. Vous voyez que si je prends le 4e, ça marche un petit peu moins bien, puisqu'on l'a expliqué tout à l'heure, il y a moins d'excitation dans le premier mode quand on regarde le 3e essai. Mais ceci dit, si je fais une tentative d'identification sur base de ça, voilà, l'amortissement est un petit peu plus bas, on est peut-être dans du bruit de mesure, on a une qualité qui est un peu moindre. Ceci dit, 6 10 exposant moins 3, donc 0,6% au lieu de 0,7%, c'est pas catastrophique. Et la fréquence identifiée est de 2,86, ce qui est tout à fait cohérent par rapport à ce qui nous intéressait. Donc ça c'est pour le premier mode. Si on veut faire la même chose maintenant avec le 4e mode, on peut le faire. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà ce qu'on obtient après avoir filtré. Et en fait, après avoir filtré, ici on voit quoi? On voit que dans les 3 premiers essais, on n'a pas réussi du tout à exciter le 4e mode. C'est ce que j'expliquais. Le 4e mode, il est excité surtout dans la dernière partie. Donc si on a envie d'identifier de manière précise et plus ou moins raisonnable la valeur du coefficient d'amortissement dans ce mode, eh bien on va se focaliser sur cette partie-là. Alors, on peut zoomer dans cette partie pour voir à quoi ça ressemble. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait la mesure au 4e étage n'est pas nécessairement la meilleure mesure puisque son amplitude est petite. Si on prenait l'amplitude au 3e étage, donc la courbe en rouge, ou bien au 2e étage, la courbe en jaune, on aurait quelque chose de bien meilleur. Donc je vais dire que pour le mode 4, je vais aller chercher l'amplitude, je vais mettre i égale 2 au 2e étage. Et si je fais ceci, bien sûr je vais aller chercher une fenêtre là derrière, de manière à pouvoir sélectionner une partie du signal qui est plus propre pour moi. Voilà à quoi ça ressemble. Localement on peut zoomer un petit coup pour voir ce qu'on obtient. Au début on n'a pas quelque chose de terrible aux grandes amplitudes, et vous voyez que ça tourne un petit peu. Pour quelle raison? Parce que on n'a de nouveau pas une enveloppe qui est monotonément décroissante. En soi ça nous pose pas trop de soucis ici, et on a un amortissement qui est évalué à 0,3%. Ça c'est typique de l'amortissement des structures du génie civil qui sont construites en acier soudé. Effectivement, ici, dans la structure qu'on a, on n'a pas beaucoup de mécanismes de dissipation. Je suis d'accord qu'il y a des boulons qui bloquent les tiges filetées, qui bloquent les planchers, mais en réalité, ils sont collés. Vous ne l'avez pas vu sur le modèle, mais il y a de la loctite qui permet de coller ces boulons et faire en sorte que la dissipation est vraiment minimale. Alors bon, ceci m'ennuie un petit peu, le fait d'avoir des vagues, parce que c'est pas très propre. Et ça vient d'où? Ça vient du fait qu'on n'a peut-être pas coupé de manière assez stricte dans le filtre, donc je vais réduire un petit peu la taille de la bande passante pour le filtre, et en faisant ça, je vais recommencer à nouveau l'opération. Je vais aller depuis là jusque ici. Voilà, l'opération est terminée. Vous voyez qu'on a une courbe tout de suite ici qui est beaucoup plus smooth, qui sature à 0,3% exactement comme tout à l'heure. Et si je regarde le signal qui est le signal filtré, vous voyez qu'on a une enveloppe qui est beaucoup plus propre que l'enveloppe de tout à l'heure, donc on a moins ces vagues qui nous posaient les petits soucis de précision tout à l'heure. Ok, donc voilà, l'opération peut être répétée pour tous les modes. Voilà, pour le 4e mode, on obtient une fréquence qui vaut 16,84 Hz,
et qui est beaucoup plus précis que ce qu'on a pu obtenir tout à l'heure par peak picking, mais ceci dit, le peak picking n'est pas mauvais du tout. Alors, tant qu'on y est, je vais revenir sur le premier mode. Tant qu'on y est, ce qu'on peut faire, c'est regarder aussi les amplitudes des modes. Alors bon, il faut absolument avoir étudié la partie du cours relative aux vibrations à plusieurs degrés de liberté si vous voulez bien comprendre ce qui se passe. Mais ceci dit, on peut commencer par analyser la situation à l'aide d'un exemple. D'accord? Donc c'est précisément de toute façon l'exemple que j'utiliserai dans le cours pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc pour faire ça, je reviens à quoi? Je reviens sur le premier mode et je reviens sur une identification avec le décrément logarithmique qui correspond au quatrième étage. D'accord? Donc si j'exécute de nouveau ceci, voilà ce que j'obtiens. Je peux faire une identification, disons, sur cette partie-là. Ça, c'était le résultat de mon identification. Je n'en ai plus besoin parce que ça ne me donne que le décrément logarithmique ou le coefficient d'amortissement et la période. Ce qui m'intéresse ici aussi, c'est de retrouver deux indices. Donc j'ai deux indices I1 et I2, qui sont les indices dont vous aurez besoin, I1 et I2, donc 2017 et 9599, qui correspondent aux indices de la fenêtre que j'ai considérée. Donc on a un signal qui s'appelle xFiltered et un temps qui s'appelle time. Je vais écraser petit t, je vais dire que je prends le temps depuis I1 jusqu'à I2. Je vais prendre Y, je vais dire que je prends le xFiltered depuis I1 jusqu'à I2. Et en faisant plot TY, là je n'en ai qu'un, mais je vais prendre évidemment les 4 signaux. Et voilà, si je vais plot de TY, voilà le résultat de ce que j'ai obtenu. Après avoir filtré le signal. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que l'amplitude au quatrième étage, en bleu est plus importante que l'amplitude au troisième étage, qui est plus grande que l'amplitude au deuxième, qui est plus grande que l'amplitude au premier. C'est assez logique, c'est le mode fondamental, on s'attend à avoir des amplitudes qui sont de plus en plus grandes au fur et à mesure qu'on monte. Et donc maintenant, si j'avais envie d'avoir une idée normalisée de la forme du mode, bien qu'est-ce que je peux faire? J'ai une méthode qui est vraiment toute simple ici, et qui consiste à dire, ok, calcule l'écart type, c'est-à-dire une valeur RMS ou une amplitude, si vous voulez, du signal filtré dans la fenêtre qui nous intéresse. Ça, c'est la forme du mode. Je vais regarder ensuite les coefficients de corrélation entre ces différentes valeurs. Si je regarde la valeur du mode, voilà à quoi j'arrive, donc l'écart type. On voit effectivement qu'on a plus au quatrième étage, puis au troisième, puis au deuxième, puis au premier. Si je prends le coefficient de corrélation, c'est la corrélation entre les modes, on voit qu'on a quasiment 100% partout. Ce qui est assez logique, puisque tous les points vibrent, les points vibrent en phase. D'accord, les 4 points qu'on est en train de regarder, auxquels on a mesuré vibrent en phase, donc ils sont parfaitement corrélés. On devrait avoir 1 partout. Le fait d'avoir une valeur positive du coefficient de corrélation montre qu'ils sont en phase. S'ils avaient été en opposition de phase, on aurait eu un moins. On voit bien ici qu'ils atteignent les max en même temps et les min en même temps, donc ils sont bel et bien en phase. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je prends la forme du mode que je viens de calculer, je la divise par son max en valeur absolue de manière à la normer à un maximum unitaire, et puis je multiplie par le signe de la corrélation si éventuellement il fallait la modifier, et voilà à quoi ressemble notre premier mode propre, donc 1, 0,877, 0,657 et 0,349. On peut tracer les formes des modes pour voir à quoi ça représente, voir ce qu'elles représentent, et on peut répéter bien sûr l'opération dans les 4 modes. Je vous montre peut-être rapidement ce que ça pourrait donner dans le mode numéro 4. Donc je prends le quatrième mode. On avait dit que dans le quatrième mode, on prenait ce signal-là. On va ensuite faire ceci. Je vais reproduire l'analyse rapidement de tout à l'heure. Mince. Excusez-moi, je recommence. Voilà. L'analyse est terminée. On a dit qu'on n'avait pas vraiment besoin de cette analyse, mais on a utilisé surtout ça pour ressortir le I1 et le I2. Et alors si maintenant je regarde les valeurs des modes propres, donc on peut tracer plot t de I1 jusqu'à I2, virgule le x filtré, time.
Voilà ce qu'on obtient. Donc ça c'est la forme des vibrations obtenues après avoir filtré. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit que l'amplitude, ok, il y a un tout petit déphasage, peut-être la synchronisation des capteurs qui n'est pas super bonne. Je pense que le jaune pourrait être décalé un petit peu plus vers la droite. Mais vous voyez que le mode en bleu et en rouge, donc pardon, le déplacement ou l'accélération en bleu et en rouge, donc c'est-à-dire au deuxième étage ou au quatrième étage, sont en phase et sont par contre en opposition de phase avec les étages 1 et 3. On devrait normalement voir apparaître ceci sur le coefficient de corrélation. Donc si je regarde la valeur du coefficient de corrélation, ben vous voyez qu'on a 1, moins 1, 1, moins 1. Vous voyez le jaune, donc c'est le troisième, est un petit peu décalé, il n'est pas parfaitement en phase à ce moment-là. C'est une petite erreur de synchronisation des capteurs. Et voilà la forme du mode à laquelle on arrive. On voit que le mode ici atteint son maximum au niveau du deuxième étage, donc plutôt relativement bas dans la hauteur du bâtiment. C'est parce que c'est un mode à très courte longueur d'onde. Ok, donc ça, je vous invite à faire cet exercice donc pour chacun des modes et utiliser quelques-unes des réalisations. Vous n'êtes pas obligé de les prendre toutes, parce que je pense que vous serez peut-être un petit peu moins efficace que ce que je ne l'ai été ici. Vous êtes en mode découverte. Donc prenez quelques réalisations, identifiez les coefficients d'amortissement, identifiez les valeurs des fréquences propres et identifiez les valeurs des modes. N'hésitez pas à revoir la vidéo en boucle 2 ou 3 fois si nécessaire. Je pense que j'ai mis toutes les informations dans la vidéo pour que vous puissiez y arriver. Alors pour vous encourager, je peux vous montrer ce qu'on va discuter un petit peu plus tard dans le cadre donc de ce cours, et qui consiste, je ne vous montre pas les résultats tout de suite, qui consistera à représenter les formes des modes, et voilà, si tout va bien, les formes des modes auxquelles vous devriez arriver. Donc pour le mode 1, quelque chose qui ressemble à ceci, donc qui est un déplacement de plus en plus important au fur et à mesure qu'on monte. Et puis alors l'autre dont on parlait, ben, ce sont des modes à plus courte longueur d'onde, ou des modes où l'amplitude est plus importante, en tout cas, où le nombre de croisements de la configuration verticale, en tout cas, est plus important. Voilà, je discuterai de ces résultats un petit peu plus en détail tout à l'heure. Je pense que maintenant il est temps de faire une pause dans la vidéo. C'est vous qui avez la main sur l'exercice, et donc, bah voilà, bon boulot. Allez-y donc sans tarder et commencez donc à faire cette première partie de l'exercice, donc déterminer fréquence, coefficient d'amortissement et forme modale. Et si vous avez fait du bon boulot, ben voilà les résultats normalement auxquels vous devriez arriver. Je vous les montre pour que vous puissiez vous corriger. Voilà, bon boulot à tous. Voilà, on peut voir maintenant comment tout ça peut se mettre en musique dans MATLAB. Je commence par quelques lignes pour nettoyer le workspace et la mémoire MATLAB et la fenêtre de commande. Je crée ici un vecteur dans lequel j'ai stocké les fréquences propres qui sont les fréquences propres que nous avons identifiées. Ensuite, je crée une matrice dans laquelle nous allons stocker les modes que nous avons identifiés. Alors donc voici le premier mode qui a été identifié. J'y ai indiqué, vous vous souvenez, celui-là on l'a fait ensemble, la valeur identifiée au quatrième étage, et puis au troisième, puis au deuxième et puis au premier étage. Alors j'utilise la fonction flip left-right pour réorganiser les étages dans l'autre sens, donc les degrés liberté. On les a numérotés depuis 1 à 4 en commençant par le premier étage et jusqu'au quatrième étage, d'accord? Donc je veux que le 1 ici se retrouve à droite. La fonction flip left-right prend simplement le vecteur et le flip, donc organise les entrées du vecteur depuis la droite vers la gauche. Et je stocke ces nombres-là dans la première colonne du mode. D'accord? Donc ici, c'est un vecteur ligne, mais je le stocke comme un vecteur colonne. De manière à ce que quand j'exécute cette partie ici du script, je récupère les modes sous forme de colonne. Donc voilà le premier mode propre ici, voilà le deuxième mode, voilà le troisième et voilà le quatrième. Ok, on retrouve par exemple des valeurs qui sont croissantes et uniquement positives pour le premier mode, et puis pour le quatrième mode, on retrouve un maximum au niveau du deuxième étage, et puis une alternance de signes qui montre que pour le quatrième mode, on a effectivement des longueurs d'onde plus courtes, et on a un croisement de l'axe de référence entre chaque étage. Alors ensuite, on va construire notre modèle mécanique pour ce bâtiment. Donc pour ce faire, on choisit une raideur en flexion, une hauteur d'étage et une masse, qui sont les mêmes valeurs que les valeurs recommandées. On peut construire une matrice de raideur sous ce format-là, une matrice de masse, qui est une matrice diagonale avec la même masse sur chacun des étages. Et ensuite, on utilise la fonction EIG-KM pour calculer les fréquences propres relatives à ce modèle. Les modes sont stockés dans deux vecteurs.
les modes pardon, sont stockés dans la matrice V, et les carrés des pulsations propres sont stockés dans D, okay, comme on l'a vu au cours théorique. Donc voilà le premier mode propre, voilà le second mode propre, voilà le troisième et voilà le quatrième. Alors bon, MATLAB normalise les modes propres de manière légèrement différente. Vous voyez qu'ici on n'a pas un mode propre qui est normalisé à un maximum unitaire. On a toujours la possibilité de normaliser les modes, puisque ce sont des formes, exactement comme on a envie de les normaliser, donc à une constante multiplicative choisie de façon arbitraire. MATLAB, lui, les normalise de manière à ce que V transposé MV soit unitaire. Regardez, si je fais V transposé M0 fois V, j'obtiens la matrice identité. C'est exactement comme ça que les modes sont normalisés dans MATLAB. Nous, ça ne nous arrange pas tellement parce que physiquement, on préfère avoir un mode qui est normalisé à un maximum unitaire. Donc toutes les valeurs dans la première colonne ici, je vais les diviser par ce nombre-là. Toutes les valeurs dans la deuxième colonne, je vais les diviser par le maximum dans la deuxième colonne. Toutes les valeurs dans la troisième colonne, je vais les diviser par le maximum dans la troisième, donc qui est ce nombre-là. Et toutes les valeurs dans la dernière colonne, je vais les diviser par le maximum qui se trouve ici. Alors, tout ça est codé chez moi dans une petite routine qui s'appelle Normalize Mode. On peut y jeter un petit coup d'œil. Vous voyez qu'on fait, une boucle pour S est égal à 1 jusqu'au nombre de modes, et puis on normalise chacun des vecteurs. On obtient V normalized, donc colonne par colonne. On l'obtient en prenant le vecteur divisé par le max du vecteur. Si on utilise le type de normalisation égal à 1, c'est celui qui est défini par défaut. Ok, je passe les détails parce que c'est pas très important. Donc si je prends les modes propres calculés avec ce modèle mécanique et que je les normalise, voilà ce que nous obtenons. On peut comparer ça tout de suite aux modes qui sont les modes identifiés. Et on voit qu'on a déjà quelque chose qui fonctionne pas trop mal, hein, 0,34, 0,34, 0,65, 65. En réalité, on est vraiment, vraiment très très bon pour le premier mode, ce qui signifie que le choix de modèle mécanique qu'on a fait n'est pas mauvais du tout. Et puis pour les autres modes, on a quelque chose qui est pas spécialement trop loin. On voit qu'on reproduit assez bien ce qu'on a mesuré. Ce qui est assez impressionnant quand même quand on voit la simplicité du modèle qu'on vient de déployer. En même temps, je suis d'accord aussi, la structure qu'on étudie est relativement simple. Alors si on regarde maintenant les fréquences propres qui sont calculées, donc je vous ai expliqué que D, c'était le carré des pulsations propres. Donc si on prend la racine carrée de oméga carré, on obtient oméga. Oméga divisé par 2pi, ça nous donne les fréquences. Alors on peut calculer les fréquences propres. Voilà les valeurs des fréquences qui sont calculées à comparer aux fréquences que nous avons identifiées. Donc nous avons calculé avec le modèle une fréquence de 2,89. Nous avons mesuré une fréquence de 2,85. Nous avons calculé une fréquence de 8,34 et 8,77, etc., etc. On voit que l'accord n'est pas mauvais du tout, du tout. On peut faire une petite représentation graphique pour représenter tout cela. Je calcule aussi les masses généralisées. En réalité, on n'a pas de point de comparaison pour les masses généralisées parce qu'on n'a pas été capable de les identifier avec la réponse libre du système. Donc si on voulait identifier expérimentalement les masses généralisées du petit bâtiment, il aurait fallu avoir une mesure de masse quelque part dans le système d'identification. C'est pas possible de le faire avec des réponses libres. Pour faire ça, on est obligé d'utiliser soit une excitation qu'on appellerait appropriée, donc c'est-à-dire un petit shaker qui vient exciter la structure avec une fréquence connue, et avec une force qui est connue. Connaissant la force, en fait, on a une information sur l'accélération ou sur la sollicitation dans le système, et donc on peut déterminer la masse généralisée des modes. L'autre alternative, ce serait de fonctionner avec un marteau qu'on appelle un marteau instrumenté, et connaissant l'impulsion ou la force qui est mesurée et sa durée, on est capable de nouveau d'identifier la masse. Voilà, alors ici on peut utiliser un display graphique pour représenter les modes propres. Je les ai séparés en deux boucles. Donc la première nous fait une boucle sur chacun des modes, représente le mode propre qui a été calculé et normalisé, et la deuxième nous représente le mode qui a été identifié. Donc vous voyez que je fais sur l'axe des X, j'utilise les valeurs des modes, j'impose 0 à la base, qui est le point a priori qui est fixe, le point de référence, et puis j'utilise les valeurs qui vont de 0 à 4 pour représenter les différentes valeurs donc, du mode aux 4 étages. Donc si on exécute cette portion de script, on crée une figure qui nous représente voilà, les 4 modes qui sont les modes calculés et les modes identifiés.
Donc, ce qu'on observe, donc c'est en trait ici, en trait noir épais, la solution qui est la solution numérique, et en trait bleu avec les points, on retrouve la valeur qui est la valeur qui a été mesurée. Donc on voit, comme on le disait tout à l'heure, que l'accord est vraiment très très bon pour le premier mode, et l'accord est loin d'être mauvais, en tout cas pour les modes suivants. Ok, c'est relativement impressionnant. J'avoue que quand j'ai vu ces résultats-là, moi pour la première fois, j'étais vraiment impressionné, parce que c'est relativement impressionnant de voir comment avec un modèle aussi simple que celui qu'on a développé, comment on peut avoir des fréquences propres et des modes propres, des formes de modes surtout qui sont aussi proches de ce qu'on a en réalité identifié au laboratoire. Donc, ensuite, pour mieux évaluer la qualité du résultat, je ferme cette figure. Qu'est-ce que je décide de faire? Je décide de calculer le rapport entre les fréquences qui sont les fréquences calculées, F0 qui viennent de là, et les fréquences qui sont les fréquences identifiées. Expérimentale. Et si on calcule ce rapport, il est stocké dans le vecteur rep, ben on voit qu'on a une surestimation de 1,7%, une sous-estimation de 5%, de nouveau 5%, et ici par contre c'est un petit peu moins bien, on a une erreur de 7% sur la valeur de la fréquence. Ceci dit, en réalité ce qui se passe c'est qu'on n'a peut-être pas utilisé les bonnes valeurs pour les paramètres EI, L et M. On comprend bien que si on passait à 0,56, bien toute la raideur augmente, donc toutes les fréquences augmentent légèrement, on aurait une surestimation un peu plus importante ici, et on aurait une moins mauvaise sous-estimation pour les trois fréquences qui sont sous-estimées ici. Alors bon, au lieu de commencer à jouer comme ça, j'ai travaillé d'une autre manière. J'ai fait l'ajustement des raideurs d'étage. Je me suis dit qu'en fait, les raideurs des étages qu'on avait dépendaient certainement des positions, des trous, de la manière dont on avait foré le bois pour faire passer la tige filetée à travers, la manière dont on avait serré les boulons au-dessus et en dessous de chacun des étages. Donc il y a toujours bien des petites imperfections. Et puis, à l'aide d'un modèle comme celui-là, où je suis parti de coefficients de modification des raideurs, vous voyez que j'ai développé le calcul ici du calcul de la matrice des raideurs, comme on a l'habitude de le faire, donc plus 1, moins 1, moins 1, plus 1. Et puis j'ai réassemblé simplement les composants de la matrice de raideur, de manière à la modifier légèrement. Et les coefficients de modification, j'ai décidé de les choisir aux alentours de 1. Donc au début, mode valait 1, et puis je lui ai ajouté des petites perturbations. Je les ai choisis aléatoires. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que l'accord n'était pas si mauvais. Et en fait, je me suis rendu compte donc, que ces coefficients de modification qui sont donnés là-bas, 0,97, 1.09, 1.1, 1.16, avaient l'air de fonctionner somme toute assez bien. Et assez bien, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que j'ai réussi à réduire la variabilité au niveau de cette erreur sur les fréquences. Donc je peux vous montrer par exemple à quoi ressemble quand je fais ceci, à quoi ressemble la nouvelle matrice de raideur. La nouvelle matrice de raideur, elle ressemble à ceci. Et vous voyez qu'on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs, par exemple, sur les deux éléments diagonaux ici, ou les trois premiers éléments diagonaux, ni même la moitié sur le dernier élément, qui est ce qu'on avait en fait dans notre premier modèle. Ok, c'est une manière relativement simple de se dire, je vais ajuster des paramètres de manière à tenter d'avoir une bonne représentation des modes et des fréquences propres. La matrice de masse, je l'ai gardée inchangée, quoique en réalité, j'aurais pu la changer aussi un tout petit peu. Elle n'est probablement pas idéale. Et puis, je répète les mêmes opérations. Donc, je recalcule les nouveaux modes propres, je les normalise, je calcule les masses généralisées, et puis après, je refais une représentation graphique, et je vais calculer les erreurs relatives sur chacun des modes. Donc on se rend compte qu'en faisant ces petites modifications, on n'a pas modifié fondamentalement la forme des modes, donc l'accord qu'on avait tout à l'heure est toujours bel et bien présent. On a peut-être un petit peu amoindri la qualité de l'accord sur le premier mode, mais bon voilà, qu'il en soit ainsi. Et par contre, regardez ce qui se passe au niveau de l'accord avec les fréquences propres. On a une surestimation de 3%, ici de 1,5%, là de moins de 1% d'erreur, et là de 2% d'erreur. Donc on est bien meilleur que ce qu'on avait tout à l'heure, sans avoir ajusté les raideurs du bâtiment. Ok, donc je considère que ce modèle, qui est le modèle qui a été mis à jour, est le modèle de référence. Et voilà, l'objectif numéro 2 de l'exercice est atteint. Nous avons réussi à construire un modèle élément fini qui est caractérisé par sa matrice de raideur et par sa matrice de masse, et qui est tel que quand on en calcule les formes modales, les formes des modes propres ainsi que les fréquences propres, on récupère les valeurs expérimentales.
Juste un petit détail pour terminer, on n'a pas parlé de l'amortissement, on parlera de l'amortissement encore plus tard, mais de toute façon ici, puisqu'on fait une analyse modale, on n'a pas vraiment besoin de l'amortissement.